Sur une carte de l'économie mondiale d'aujourd'hui, faites maintenant briller chaque entreprise qui a redéfini la façon dont 1 milliard de personnes voyagent, mangent, font leurs achats, partagent des vidéos et se déplacent en ville. ByteDance, Meituan, Pinduoduo, JD, Alibaba. Ce ne sont pas de simples entreprises technologiques. Ensemble, elles incarnent une transformation du quotidien à une échelle qu'aucun pays n'avait jamais connue en si peu de temps. Ensemble, à leur apogée, elles ont généré des milliers de milliards de dollars de capitalisation boursière et employé des millions de personnes. Un seul homme a soutenu presque toutes ces entreprises, avant qu'elles ne deviennent des géants, avant même que quiconque ne croie qu'elles le pourraient. Forbes l'a qualifié d'investisseur en capital risque le plus performant de Chine. Le Financial Times est du même avis. Il a dominé à 4 reprises la Midas List de Forbes, le classement annuel mondial des investisseurs en capital risque les plus performants. En 2018, il est devenu le premier ressortissant chinois à décrocher la première place de cette liste, un jalon qui a fait l'effet d'une fusée éclairante dans le monde de la finance internationale. En septembre 2025, Forbes estimait sa fortune à 3,8 milliards de dollars. Il n'est pas né dans l'argent. On ne lui a pas remis un mode d'emploi. C'était un mathématicien qui, à 22 ans, a décidé que le monde réel offrait un ensemble d'équations plus passionnant que tout ce qu'il trouverait dans un doctorat. Il a passé 10 ans à apprendre la banque, puis 2 décennies à bâtir des entreprises, avant de consacrer 20 ans à repérer les fondateurs qui allaient transformer la Chine et le monde. Il s'appelle Neil Shen, et la leçon que sa carrière nous enseigne ne parle ni de chance, ni de relation, ni du seul sens du timing. Elle parle de la discipline qui consiste à se forger une conviction avant que les preuves ne sautent aux yeux, à repérer un fondateur que personne n'a encore remarqué, à miser tôt, à miser petit, et à tenir sur la durée. Le plus grand avantage dans le capital risque, ce n'est pas l'accès à l'information. C'est la conviction d'agir avant même que le consensus ne se forme. Nous sommes en 1967. La Chine est sous l'emprise de la révolution culturelle. Les universités sont fermées. L'idée qu'un entrepreneur chinois puisse lever 15 millions de dollars auprès d'investisseurs étrangers et introduire une entreprise au Nasdaq, à New York, aurait paru non seulement impossible, mais tout simplement inconcevable. L'économie du pays était fermée, centralisée et coupée du reste du monde. C'est dans cet univers, dans la petite ville de Hening, dans la province du Zhejiang, que Neil Shen est né. Sa famille a déménagé à Shanghai alors qu'il était encore jeune, et c'est là que ses aptitudes se sont révélées pour la première fois. Au lycée numéro 2 de Shanghai, Shen s'est distingué comme un prodige des mathématiques. Il ne se contentait pas d'exceller en classe. Il concourait au niveau national et international, remportant des prix dans de grandes compétitions de mathématiques. Selon le portrait publié par Cairasia en novembre 2021, il a décroché les premiers prix dans d'importants concours de mathématiques en Chine comme à l'étranger, et il avait toujours rêvé de devenir mathématicien. En 1985, à l'âge de 18 ans, il se passa quelque chose d'inhabituel. Shen fut admis directement à l'université Jiaotong de Shanghai sans passer l'examen national d'entrée à l'université, un privilège réservé aux élèves au niveau scolaire exceptionnel. Il obtint son diplôme en 1989, avec une licence en mathématiques appliquées. Puis il quitta la Chine pour les États-Unis. À l'université Columbia, Shen s'inscrivit au doctorat de mathématiques. Sur le plan technique, il avait largement le niveau pour y être. Mais dès sa 2e année, comme le raconte le portrait de Cairasia, il commença à se poser une question qui allait définir les 40 années suivantes de sa vie. Allait-il se faire un nom comme mathématicien? Il en arriva à la conclusion que les mathématiques théoriques n'étaient pas son terrain. Il voulait appliquer la pensée mathématique au monde réel, à des systèmes sociaux et économiques où l'enjeu était humain, pas abstrait. Il quitta Columbia et posa sa candidature à la Yale School of Management, où il entreprit un MBA. Il a obtenu son diplôme en 1992. Fort de son MBA de Yale à 23 ans, Shen a postulé à des postes à Wall Street. Il peinait à décrocher des entretiens. Il n'avait pas l'expérience professionnelle qu'attendaient les banques américaines. Mais Citibank l'a convoqué. Selon le portrait publié par Cairasia, lors du test de recrutement de Citibank, il a résolu un problème de mathématiques qui avait laissé perplexe de nombreux autres candidats. Cela lui prit 10 minutes. Il fut embauché. De 1992 à 1994, Shen travailla à la succursale new-yorkaise de Citibank comme banquier d'investissement. Il rentra ensuite en Chine et rejoignit Lehman Brothers Asia, où il se concentra sur des projets de banque d'investissement. En 1996, il passa à la Deutsche Bank,
où il occupa le poste de directeur et de responsable des marchés de capitaux en Chine. Au début de la trentaine, il était passé de Shanghai à New York, puis était revenu en Chine, acquérant une maîtrise des marchés financiers des deux côtés du Pacifique que presque personne ne possédait. Il avait posé ses bases. À présent, il était prêt à construire quelque chose à lui. La fin des années 90 fut, en Chine, un moment de possibilités concentrées. Internet était arrivé. Une génération de jeunes entrepreneurs chinois, dont beaucoup avaient étudié à l'étranger, comme Chen lui-même, voyait ce que le web avait fait au commerce aux États-Unis et croyait, à rebours de toute sagesse conventionnelle, que la Chine suivrait la même voie. Mais entrevoir l'opportunité et avoir le courage de quitter une carrière bancaire prestigieuse pour la saisir, c'étaient deux choses totalement différentes. Ni Chen a choisi le courage. En juin 1999, la Chine comptait 4 millions d'internautes. Les États-Unis en avaient 147 millions. L'ère des dot-com battait son plein dans la Silicon Valley, et une poignée de visionnaires en Chine se demandaient si la même vague pouvait porter un marché d'1,2 milliard de personnes. Le secteur du voyage en Chine était morcelé, dominé par des agents hors ligne, et profondément inefficace. Réserver une chambre d'hôtel ou un billet d'avion relevait d'un processus manuel, lent et peu fiable. Ni Chen a quitté Deutsche Bank et, avec trois cofondateurs James Liang, Min Fan et QIJ a lancé Trip.com en juin 1999. Chen a décrit ce changement de cap dans des propos rapportés dans un portrait biographique publié sur la plateforme Beduzidao. Il disait être passé du monde raffiné et élitiste de la banque d'investissement à l'univers plus populaire, moins prestigieux, de la construction d'une entreprise grand public. Cette citation dit quelque chose d'essentiel sur lui, un homme prêt à troquer le prestige contre la pertinence. Trip s'est donné pour mission de centraliser la réservation de voyages en Chine, billets d'avion, réservation d'hôtels, circuits organisés sur une seule plateforme numérique. Cheng a d'abord occupé le poste de directeur financier, puis celui de président. En 2000, Trip a levé au total 15,5 millions de dollars en 2 tours de financement auprès d'investisseurs étrangers, une somme considérable pour une start-up chinoise de l'Internet à l'époque. Ce capital a permis à l'entreprise de bâtir son infrastructure et de commencer à acquérir des clients à grande échelle. Construire Trip n'était pas seulement un défi technologique. C'était une question de confiance. En 1999, les consommateurs chinois n'avaient pas l'habitude de réserver leurs voyages en ligne. Les systèmes n'étaient pas fiables. La concurrence était féroce. L'éclatement de la bulle Internet en 2000 puis 2001 a balayé des centaines de startups chinoises du web et a effrayé les investisseurs dans le monde entier. Chen devait maintenir l'entreprise en vie et la faire grandir à travers l'une des périodes les plus périlleuses de l'histoire du secteur technologique. Chen et son équipe se sont concentrés avec obsession sur l'excellence opérationnelle plutôt que sur le battage médiatique. Selon le portrait publié par CareAsia en novembre 2021, Chen était, depuis ses années dans la banque, un fervent partisan des chiffres, qu'il considérait comme les indicateurs les plus fiables des tendances du marché. Il appliquait des modèles mathématiques pour évaluer la viabilité des modèles économiques. Il exigeait de ses équipes une rigueur sans faille. Il a instauré chez Trip une culture de la mesure et de la responsabilité, à une époque où la plupart des entreprises chinoises de l'Internet dépensaient sans compter pour croître, sans véritable discipline. Quand Chen dirigeait Trip, lui et ses équipes, comme il l'a raconté lors de son intervention à la Stanford Graduate School of Business, consacraient 30 minutes chaque lundi matin à surveiller les mouvements de leurs concurrents. La vigilance vis-à-vis du paysage concurrentiel n'était pas une réflexion de dernière minute. C'était un rituel hebdomadaire. Le 9 décembre 2003, Trip a été introduite au Nasdaq, à New York, devenant seulement la 4e entreprise chinoise de l'Internet à entrer en bourse sur une place américaine. L'introduction en bourse a permis de lever environ 108 millions de dollars. Trip était passé d'une simple idée à une société cotée en bourse en 4 ans. Mais Chen n'en avait pas fini. En 2002, il a cofondé Omincom, filiale de Trip, visant le marché chinois en pleine expansion des hôtels économiques, abordables et standardisés. En s'appuyant sur un modèle mêlant exploitation en propre et franchise, Omin s'est développé à grande vitesse. En juin 2002, elle comptait 20 hôtels. Début 2008, ce chiffre dépassait les 5 cents. Le 26 octobre 2006, Omin a été introduite au Nasdaq, devenant une société cotée indépendante. Chen avait mené 2 entreprises de leur création à leur introduction en bourse en moins de 4 ans chacune, un exploit presque sans précédent dans l'histoire des affaires chinoises à l'époque. En 2005, Ni Chen avait prouvé qu'il savait bâtir des entreprises. Il avait démontré qu'il comprenait le marché de consommation chinois,
sa dynamique concurrentielle et ses marchés de capitaux mieux que presque tout le monde. En 3 ans, il avait introduit 2 sociétés en bourse sur des places américaines. La question, désormais, était de savoir quoi faire de tout ce savoir. La réponse est arrivée sous la forme d'un appel téléphonique depuis la Silicon Valley. En 2004, les 2 associés principaux de Sequoia Capital, Michael Moritz et Douglas Leone, étudiaient des opportunités en dehors des États-Unis. Sequoia était déjà la société de capital risque la plus respectée de la Silicon Valley, après avoir soutenu Apple en 1978, Oracle, Yahoo, Google, et toute une liste d'entreprises qui ont façonné l'industrie technologique américaine. Moritz et Leone envisageaient alors la Chine comme leur première grande expansion internationale. Comme l'a rapporté The Information en novembre 2020, ils ont fait de la Chine leur cible et ont conclu que la bonne approche n'était pas de faire des allers-retours en avion pour conclure des affaires, mais de bâtir une présence locale permanente, dirigée par quelqu'un solidement ancré des 2 côtés du Pacifique. Cette personne, c'était Neil Shen. En août 2005, Shen a quitté Ctrip et a cofondé Sequoia Capital China aux côtés de Zhang Fan, avec Moritz et Leone comme mentor et soutien. Shen s'est vu accorder une autonomie opérationnelle totale. Sequoia Capital China n'était pas un simple bureau local. C'était une société chinoise, composée d'investisseurs chinois, opérant selon un jugement chinois, adossé à la marque Sequoia et à son accès aux capitaux institutionnels mondiaux. Le mandat initial était clair, trouver en Chine les meilleurs fondateurs dans la tech avant tout le monde. En 2008, comme l'indique la fiche BDU, Shen a conduit Sequoia Capital China à lever un fonds libellé en renminbi, donc en monnaie chinoise, faisant de la société l'une des toutes premières institutions de capital risque en Chine à opérer simultanément en dollars américains et en renminbi chinois. Cette capacité à opérer dans 2 devises a donné à Shen accès à une catégorie de start-up chinoises et d'investisseurs que les sociétés uniquement étrangères ne pouvaient pas atteindre facilement. C'était un avantage structurel qui s'est renforcé avec le temps. En 2009, lorsque le cofondateur Zhang Fan a démissionné pour des raisons personnelles, Shen a pris seul la direction de la société. À ce moment-là, le fonds avait déjà levé au total $1 milliard répartis sur 3 fonds Chine libellés en dollars américains, ainsi qu'1 milliard de yuan dans des fonds en monnaie locale. La question qui hante chaque société de capital risque est la même que celle qui hantait Shen, comment repérer les gagnants avant qu'ils n'en aient l'air? En Chine, ce problème était aggravé par des forces structurelles propres au marché. Lors de sa conférence à la Stanford Graduate School of Business, Shen a formulé la différence essentielle entre l'environnement de la Silicon Valley et celui de la Chine. Vous aurez forcément des imitateurs, a-t-il lancé au public. En Chine, la concurrence était plus intense, plus rapide et plus impitoyable que tout ce qu'avait connu l'industrie technologique américaine. Chaque modèle qui réussissait attirait aussitôt des copieurs. La réponse de Shen, c'était une philosophie qui rejetait l'orthodoxie classique du capital risque. Selon la documentation du Sommet mondial des entrepreneurs Écoule 2021, Shen a formulé le principe d'investissement central de Sequoia China ainsi, investir tôt, investir petit, investir dans la technologie. Il a décrit la position du fonds vis-à-vis des entreprises en phase très précoce comme quasi philanthropique, la volonté de soutenir des fondateurs dès les stades seed et angel avec de petits tickets, avant les revenus, avant l'adéquation produit-marché, avant les preuves classiques de réussite. L'objectif n'était pas d'attendre des preuves. L'objectif était de repérer le fondateur avant même que les preuves n'apparaissent. Le cadre d'évaluation des fondateurs de Shen, tel qu'il est décrit dans une recherche documentaire compilée par Grokipédia, privilégie l'esprit d'entreprise, la passion et la détermination, avant les compétences techniques et avant les effets de mode sectoriel. Il élabore des thèses d'investissement indépendantes à partir d'analyses prospectives, plutôt que de courir après les secteurs à la mode où le capital s'est déjà massé. Il défend des modèles économiques durables, des entreprises dont l'économie est viable sur de longs cycles d'investissement, plutôt que des récits de croissance à tout prix. Son principe central de gestion du risque, ne jamais perdre d'argent non pas comme une garantie, mais comme une discipline. Une analyse rigoureuse des flux de trésorerie, surtout en période de crise des marchés, et le refus de suivre les capitaux vers des secteurs en surchauffe ont été les leviers qu'il a utilisés pour protéger la société et ses investisseurs à travers les cycles économiques. À la Stanford Graduate School of Business, Shen a exposé une autre dimension de son approche, propre à la Chine. Vous devez très bien comprendre vos utilisateurs, a-t-il déclaré au public. Si vous avez travaillé trop longtemps aux États-Unis, vous risquez de ne plus en être capable. À ses yeux, la connaissance du terrain n'était pas un simple complément aux compétences d'investissement, c'en était la condition préalable.
Le portefeuille que Neil Shen a constitué chez Sequoia Capital China est devenu la plus précieuse concentration d'investissement dans la tech chinoise jamais réunie par un seul gestionnaire. Le portefeuille comprend Alibaba Group, ByteDance, la maison mère de TikTok et Douyin, Meituan, JD.com, Pinduoduo, Vipshop, Qiu360, Ji et Shein. D'après les informations publiques détenues par Sequoia et des articles de Quartz, Sequoia China a investi dans plus de 1200 entreprises pendant les années où Shen dirigeait la société, avec des actifs sous gestion atteignant 56 milliards de dollars. Sous la direction de Shen, le portefeuille a généré plus de 140 introductions en bourse. Historiquement, selon les informations de la page Wikipédia de Hongshan, 90% des rendements provenaient des secteurs de la consommation, des technologies grand public et de la santé, une concentration qui reflétait la précision de la thèse de Shen plutôt qu'une diversification à grande échelle. Selon des données publiées par Grokipédia, des entités affiliées à Sequoia China ont affiché des taux de rendement interne d'environ 18% par an pour certains fonds millésimés 2018, et ce malgré une forte volatilité des marchés. En 2012, Shen est apparu pour la première fois dans la liste Midas de Forbes. En 2018, il a atteint la première place de ce classement, devenant le tout premier ressortissant chinois à y parvenir. Il a réitéré cet exploit en 2019, 2020 et 2023. Le New York Times et CB Insight l'ont classé parmi les 20 meilleurs capital risqueurs au monde chaque année de 2016 à 2019. Forbes l'a également inscrit sur sa liste des 100 plus grands esprits d'affaires vivants. Mais ce palmarès de réussite masque quelque chose d'essentiel. Derrière chaque grand investissement, il y a un moment de véritable incertitude. Derrière chaque portefeuille qui paraît inévitable avec le recul, il y a une décision prise sur le moment, avec des informations incomplètes, face au scepticisme et à l'opposition. Neil Shen n'a pas affronté une seule crise, mais une succession, et la manière dont il a traversé ces instants révèle la dimension la plus importante de son caractère. En 2020, Neil Shen était au sommet de son secteur. Sequoia Capital China avait pris des participations dans ce qui allait devenir certaines des entreprises privées les plus valorisées de l'histoire. ByteDance a levé des fonds en 2020 lors d'un tour qui valorisait l'entreprise à 180 milliards de dollars, à l'époque la plus forte valorisation privée jamais atteinte par une entreprise technologique, partout dans le monde. Sequoia China était, selon un rapport de Forbes cité par Quartz, le principal actionnaire de ByteDance, avec une participation d'environ 10%. Les actifs sous gestion du fonds avaient atteint 56 milliards de dollars. La trajectoire semblait irrésistible. Puis Pékin est intervenu. Fin 2020, les autorités chinoises ont suspendu ce qui aurait été la plus grande introduction en bourse jamais réalisée au monde, empêchant le géant de la FinTech Ant Group, affilié à Alibaba, d'être coté à Hong Kong et à Shanghai pour des raisons liées au droit de la concurrence. Cette décision n'était pas un événement isolé. Elle a été le premier signal d'une vaste campagne réglementaire, méthodique, menée par le gouvernement chinois pour reprendre le contrôle et limiter la puissance de ces géants de la tech. D'après Fortune, en juillet 2022, cette offensive a effacé 1500 milliards de dollars de capitalisation des valeurs technologiques chinoises entre la fin 2020 et la mi-2022. Certaines des positions les plus importantes de Shen se sont retrouvées directement dans le viseur. L'action Meituan a chuté de 56% par rapport à son sommet. Celle d'Alibaba a reculé de 66%. La participation de Shen dans le géant du VTC Didi, introduit au Nasdaq en juillet 2021 malgré les souhaits explicites de Pékin, s'est pratiquement retrouvée gelée lorsque les régulateurs chinois ont ouvert une enquête immédiate, finissant par infliger à Didi une amende de 1,2 milliard de dollars. L'action avait chuté de 78% par rapport à son prix d'introduction au moment de la publication de l'article de Fortune. Un investisseur proche du dossier, s'exprimant anonymement auprès du Financial Times dans un article repris par l'ESG Telegraph en juillet 2022, a déclaré que les rendements de l'un des fonds de Sequoia China avaient été amputés de près de moitié à la suite de l'intervention des régulateurs. Au même moment, de l'autre côté, la pression montait à Washington. Un groupe bipartisan de représentants du Congrès américain, dont le républicain Mike Gallagher du Wisconsin et le démocrate Raja Krishnamurti de l'Illinois, a envoyé une lettre exigeant que Sequoia rende des comptes sur ses investissements dans des entreprises chinoises soupçonnées d'avoir des liens avec l'armée populaire de libération, notamment le fabricant de drones Ji. La pression géopolitique qui pesait sur l'entreprise venait désormais, en même temps, des deux gouvernements. Shen se retrouvait face à un défi auquel aucun modèle financier ne pouvait vraiment préparer. Son cabinet avait été conçu comme un pont entre deux des plus grandes économies du monde. Or, ce pont brûlait maintenant par ses deux extrémités.
Les investissements qu'il avait mis 20 ans à bâtir étaient dévalorisés par des décisions gouvernementales qu'il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser. Sa capacité à déployer son nouveau fonds de 9 milliards de dollars, levé en 2022, apparemment l'un des plus importants jamais réunis par une seule société de capital risque centrée sur la Chine, était limitée par l'incertitude des deux côtés. La question structurelle à laquelle l'entreprise faisait face dépassait de loin un investissement particulier. Elle était existentielle. Une entreprise qui se décrivait comme l'affiliée chinoise d'une institution américaine pouvait-elle survivre dans un monde où les États-Unis et la Chine se considéraient comme des rivaux stratégiques? Neil Shen ne s'est pas replié. Il a recalibré. D'abord, il a réorienté la stratégie d'investissement du fonds. Avec 9 milliards de dollars fraîchement levés et un paysage en mutation, Sequoia China a commencé à diriger davantage de capitaux vers des secteurs en phase avec les priorités du gouvernement chinois, la santé, les semi-conducteurs, l'industrie manufacturière de pointe et l'intelligence artificielle. Selon un article de Fortune paru en juillet 2022, Shen a positionné le cabinet pour suivre ce que les décideurs de Pékin appelaient la transition vers les technologies dures, une volonté de développer des capacités chinoises autonomes dans les secteurs où le pays avait historiquement dépendu de technologies étrangères. Shen a décrit l'approche du cabinet lors du sommet mondial des entrepreneurs de Eku en 2021 comme consistant à repérer des entreprises capables de bâtir un écosystème entrepreneurial plus dynamique et plus précieux, une formulation en phase avec les objectifs officiels de la politique chinoise, sans pour autant sacrifier la rigueur d'investissement. Deuxièmement, et de façon plus décisive, Shen a résolu la contradiction structurelle au cœur de l'entreprise. Après des années de prise de distance informelle avec la nouvelle direction américaine de Sequoia Capital mise en place après le départ à la retraite de Douglas Leon en 2022 et la nomination de Roelof Botha comme associé gérant à sa place, il en est venu à la conclusion que l'indépendance était la seule voie viable. Le 6 juin 2023, Sequoia Capital a annoncé qu'elle se scinderait en 3 entités entièrement indépendantes. L'activité en Chine, dirigée par Shen, opérerait sous le nom de Hongshan, la romanisation en pinyin du nom chinois du cabinet, qui signifie Sequoia. Dans un communiqué co-signé par Botha, Shen et Shailendra Singh de Sequoia India, Shen a présenté cette décision non comme une défaite, mais comme une étape de maturité. Comme l'a rapporté Quartz, il a déclaré « Les choses semblent évoluer dans un sens où cela devient plus difficile, pas plus facile. Ce n'est pas une retraite, ni un drapeau blanc pour dire que nous avons échoué. C'est plutôt une victoire, dans la mesure où nous avons ces activités totalement indépendantes, capables d'aller encore plus loin. » Hongshan a été lancé comme une société entièrement indépendante en 2023. L'entreprise a conservé son identité chinoise, son équipe, son portefeuille et ses relations institutionnelles avec des centaines des plus importantes entreprises technologiques de Chine. Elle a ouvert un bureau à Londres pour saisir des opportunités d'investissement en Europe et s'est implantée à Singapour afin de couvrir l'Asie du Sud-Est. Son portefeuille de plus de 1500 entreprises et de plus de 140 introductions en bourse est resté intact. Shen est revenu en tête de la liste Midas de Forbes en 2023, pour la 4e fois au rang numéro 1, et la première en tant que dirigeant d'une société entièrement indépendante. Il s'est classé 3e sur la liste Midas 2024, la domination mondiale de ByteDance via TikTok et Douyin étant cité comme le principal moteur de ce classement. Le Financial Times a continué de le présenter comme l'investisseur en capital risque le plus performant de Chine. Sa fortune nette, en septembre 2025, s'élevait à 3,8 milliards de dollars. Il a figuré 13 fois sur la liste Midas de Forbes, jusqu'en 2024. Il préside le conseil consultatif de la Yale School of Management. Il vit à Hong Kong et parle le mandarin, l'anglais, ainsi qu'un peu de cantonais. Ce qui fait de la carrière de Neil Shen bien plus qu'une histoire de réussite financière, c'est ce qu'elle révèle sur la nature de la conviction sous pression. Chaque épreuve majeure qu'il a traversée, quitter un doctorat, quitter la banque d'investissement, bâtir des entreprises en pleine explosion de la bulle Internet, affronter une offensive réglementaire du gouvernement, survivre à la fracture d'une institution mondiale qu'il avait contribué à construire, exigeait le même geste essentiel, la volonté de se forger un jugement indépendant et d'agir en conséquence avant même que l'issue ne soit certaine. À la Stanford Graduate School of Business, Shen a formulé une observation d'une simplicité trompeuse sur ce qui distingue, en Chine, les investisseurs qui réussissent de ceux qui échouent. Il faut très bien comprendre son utilisateur, pas son modèle financier, pas son analyse concurrentielle, son utilisateur. Lors de sa conversation avec Ray Dalio, à un événement organisé par Hongshan et relayé sur le site de Hongshan, Shen a décrit les qualités qu'il recherche chez les entrepreneurs qu'il soutient, l'engagement sur le long terme, la curiosité et l'esprit de service. Ce ne sont pas, par hasard,
des qualités qui décrivent aussi son propre parcours. Il a quitté les mathématiques théoriques parce qu'il voulait que sa réflexion ait un impact dans le monde. Il a quitté la banque d'investissement parce qu'il voulait construire quelque chose, pas seulement conseiller sur des transactions. Il a quitté 2 entreprises cotées pour aller trouver les fondateurs qui bâtiraient la prochaine génération de ces entreprises. Il a quitté une institution mondiale pour préserver l'indépendance qu'exige sa philosophie d'investissement. À chaque tournant, la décision paraissait risquée vue de l'extérieur, et évidente à l'intérieur de son propre cadre de pensée.